je vais vous parler plus spécifiquement de la partie isolation, et puis ma collègue Juliette vous parlera un petit peu des autres parties, chauffage et ventilation et autres. Alors, le grand principe pour une isolation de qualité, c'est vraiment de faire en sorte que la pose de l'isolant se fasse dans une continuité, hein. Donc, le critère qu'on apprend dans les écoles, c'est de vraiment dire qu'on doit faire le tour de l'isolant de la maison sans jamais lever le crayon du papier. Donc, si on est capable de faire le tour complet, on n'a pas de pont thermique et donc on a une isolation de très, très, très bonne qualité. Ce n'est pas toujours possible, mais on va essayer de le faire le mieux possible. Donc, un exemple des inconvénients, si on fait une isolation par l'intérieur, c'est qu'on va avoir cette discontinuité. Donc, on va avoir l'isolation d'un étage et de l'autre, et la dalle va transmettre une partie de la chaleur sur le mur extérieur. Donc, on va avoir un pont thermique si on fait cette isolation par l'intérieur. Donc, une isolation par l'extérieur, par contre, résout complètement ce problème-là, puisqu'on va avoir une continuité. Et donc, tout ce qui se passe à l'intérieur n'a plus beaucoup d'importance. Alors, évidemment, l'isolation par l'extérieur à Bruxelles, sur les façades côté rue, qui ont souvent une valeur patrimoniale, c'est très, très difficile, c'est souvent impossible. Donc, on va être forcé de trouver un peu des astuces pour le faire par l'intérieur quand c'est possible, et il y aura un certain compromis qui sera fait à ce niveau-là. Alors, un autre exemple d'isolation qui est assez intéressant, c'est l'isolation en coulisses. Donc, c'est vraiment, il y a dans beaucoup de bâtiments, il y a donc un mur porteur, un espace ventilé et un mur de briques de parement, et on a une coulisse qui est vide, qui est faite souvent pour faire une aération, une ventilation pour assécher un petit peu les murs. Cette coulisse, on peut injecter un isolant assez facilement à l'intérieur. Ça laisse passer les ponts thermiques un peu partout. Mais c'est quelque chose qui peut être une solution, je dirais, transitoire, parce qu'on a un gain d'énergie qui est relativement conséquent. Il y a des aides qui sont assez importantes là-dessus, mais la performance reste assez modeste. Donc, c'est vraiment la solution, je dirais, de secours et vite faite, parce que si vous faites ces travaux cet hiver, d'ici l'hiver prochain, vous avez déjà quasiment remboursé les frais d'isolation. Donc, c'est vite rentable, mais c'est peu performant. Donc, c'est une étape intermédiaire, mais ça doit pas être l'étape finale de l'isolation de votre bâtiment. Alors, je voulais un petit peu parler aussi de comment est-ce qu'on mesure les pertes d'énergie sur un bâtiment. Donc, en fait, les pertes d'énergie, c'est proportionnel à la surface d'échange avec l'extérieur et avec le coefficient de transmission qu'on appelle la valeur U. Donc, selon la géométrie des bâtiments, on va avoir, par rapport à une référence d'un bâtiment cubique à 2 niveaux, on va avoir des pertes plus importantes si le bâtiment n'a qu'un seul niveau, ou des pertes moins importantes si on est dans un bâtiment de façade, ce qui est assez courant à Bruxelles, et des pertes plus importantes si on a des bâtiments qui ont des formes un petit peu irrégulières. Donc, on ne peut pas beaucoup jouer au niveau du bâtiment quand il est déjà construit, mais si on crée des extensions, ça peut être intéressant de tenir compte de ce facteur de forme. Alors, la valeur U, donc un petit exemple, hein, c'est le coefficient de transmission d'une paroi, donc un simple vitrage a un coefficient de 5,8, alors c'est des watts par mètre carré Kelvin, c'est pour donner un ordre de grandeur. Un linteau en béton, on va être à peine en dessous. Un mur non isolé, on va être dans l'ordre de 2. Un double vitrage ancien, 2,8. Et plus on va avoir des parois de bonne qualité d'isolation, donc un double vitrage haute performance actuelle, on est plutôt à 1, triple vitrage 0,6. Un mur bien isolé selon la norme pour avoir les primes, c'est 0,24. Un mur isolé passif, qui est un peu ce qu'on vous conseille, est de l'ordre de 0,12. Donc on voit que cette variation de coefficient de transmission se traduit par une consommation de... Je prends les mains. Donc, on voit que ces valeurs correspondent à des consommations de gaz par mètre carré par an
qui vont être importantes, hein. 24 mètres cubes de gaz par mètre carré par an, c'est important. Et plus on arrive vers des valeurs inférieures, enfin des meilleures valeurs de U, plus la consommation va diminuer. Elle ne sera jamais vraiment égale à zéro, mais elle va quand même baisser de manière considérable. Alors, les normes évoluent partout en Europe. Donc, dans tous les pays d'Europe, on avait des normes qui ont évolué au fur et à mesure des années. Ça, c'est le cas de la France. Il y a la même chose un peu dans tous les pays. Donc, c'est important, à mon avis, d'anticiper les normes d'isolation parce que les normes de 2022 risquent d'être rendues plus strictes en 2028, en 2030, en 2035. Et donc, il vaut mieux aller directement sur des valeurs plus exigeantes plutôt que d'avoir à refaire. Donc, les conseils qu'on donne actuellement, c'est ces normes-ci. Donc, on donne des normes de U015, donc une résistance de 6,5 pour les murs ou plus si possible. Pour les toitures, résistance de 8. Les vitrages, en double vitrage aujourd'hui, tous les vitrages sont à peu près de l'ordre de 1,0 pour la vitre elle-même. Le châssis est un petit peu moins bon en général. Et on peut aussi penser à des triples vitrages dans certains cas, surtout pour les ouvertures qui sont orientées vers le nord, qui vont n'apporter que du froid. On peut penser à des triples vitrages. Et également au niveau d'isolation sous la cave. Changer. Quelqu'un pour le contrôle. Qu'est-ce qu'il y a plus compte. Voilà. Et donc pour les caves, on va être sur des valeurs un peu inférieures puisque la cave est un endroit qui n'est pas aussi exposé au froid extérieur. Donc on peut se permettre de mettre un petit peu moins épais. Alors, les points d'attention quand on fait une isolation, ça va être quand on fait par exemple une isolation d'une voiture plate et qu'on a l'intention de faire une isolation d'un mur par l'extérieur, on va avoir des ponts thermiques par les acrotères. Et donc, une des manières de solutionner ça, c'est de dire, quand on fait l'isolation de la toiture plate, on en profite pour faire tous les acrotères, quitte à ce qu'on fasse l'isolation du mur par l'extérieur dans une deuxième phase, mais au moins, on a prévu qu'on allait créer une continuité entre ces différentes phases d'isolant. Il faut le concevoir au départ. C'est souvent assez peu de travaux et de frais supplémentaires de le faire bien. Au niveau des châssis, on a donc souvent des ponts thermiques, même pour une isolation par l'extérieur, mais on peut prévoir, par exemple, de découper, de changer le rebord de fenêtre, de découper un peu une partie du linteau ici pour faire une continuité de l'isolant, de telle manière à ce qu'on ait une continuité entre l'isolant, le châssis, tout au long de la façade. Il y a différentes manières de le faire. On peut faire aussi avec un retour d'isolant, mais ce sont des petits détails qui comptent et qui ne sont pas très compliqués à mettre en œuvre lorsqu'on prévoit ces travaux. Donc, j'ai déjà un petit peu parlé des doubles vitrages ou triples vitrages. Donc, le triple vitrage reste fort coûteux, mais c'est vrai que ça peut être intéressant quand on a une vision ambitieuse d'en prévoir, surtout si les surfaces sont relativement importantes et orientées vers le nord. Donc là, je vous ai montré un petit peu si vous avez 0 degré à l'extérieur et 20 degrés à l'intérieur, la température de surface de la vitre qui est à l'intérieur va être de 18,5 degrés pour un triple vitrage, de 17,3 degrés pour un double vitrage performant et de 12,8 degrés pour un vitrage ancien et sur un simple vitrage de 5,6 degrés. Donc là, on va avoir une sensation très différente de confort puisque une surface froide donne un sentiment de froid par rayonnement et crée des convections importantes qui fait que même avec une température d'air élevée, par exemple 24 degrés et une paroi froide, on ne va pas être confortable et on va se sentir avec des courants d'air froid et on va, pour cette raison, pousser le chauffage. Si par contre toutes les parois sont à température très proche de la température de l'air,
on a une sensation de confort très importante et on peut très facilement baisser la température. Donc, les vendeurs de fenêtres vont toujours vous dire on fait des grosses économies sur d'énergie en changeant le vitrage. En termes de perte d'énergie, ce n'est pas toujours vrai, hein. Souvent, c'est des pourcentages qui sont de l'ordre de 10-15%, mais il y a des gains indirects qui sont liés à la température de confort dans le bâtiment, qui, eux, peuvent être 2 à 3 fois plus élevés que le gain direct de déperdition plus lourd. Je vous ai déjà un petit peu dit le choix entre un double et un triple vitrage. Donc, ça va être adapté pour les façades nord, les triples vitrages, parce qu'on a toujours de longues tours du froid et donc on n'a que de la perte d'énergie. Mais un double vitrage peut permettre au côté sud de capter un peu plus de chaleur qu'un triple et donc d'avoir des apports en demi-saison qui vont être peut-être plus intéressants. Donc, dans les conceptions bioclimatique des maisons, on va plutôt favoriser des doubles vitrages au sud et des triples vitrages au nord, en tout cas le moins de choses possibles. Donc là, je vous ai mis un petit schéma sur le principe d'une conception bioclimatique, hein. On va bénéficier de la chaleur du soleil en basse saison, parce que le soleil est bas, il va rentrer, et on va essayer de faire en sorte qu'il ne rentre pas l'été, et on va favoriser une dissipation par des courants d'air entre le nord et le sud. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. On a eu quand même des grosses chaleurs cet été dans Bruxelles. Il y a vraiment des endroits où les surchauffes étaient importantes. Et donc, c'est quelque chose qu'on va essayer on va traiter un peu plus tard. Juliette va en parler un petit peu plus tard. Alors, je vais vous parler également de l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. Euh, donc, les bâtiments typiquement bruxellois sont vraiment ouverts au courant d'air un peu de partout. C'est un peu le concept de construction à l'époque. Et ça avait un avantage, c'est que ça permettait un renouvellement d'air de très bonne qualité, sauf que le chauffage, enfin toute la chaleur part par tous les trous. Et donc, c'est important d'avoir une étanchéité à l'air et une ventilation qui va contrôler l'échange d'air de telle manière à avoir juste l'échange d'air qu'il faut et pas n'importe quoi. Les jours de vent et de tempête, 10 fois plus de renouvellement d'air que nécessaire et pas forcément suffisamment les jours où il n'y a pas de vent. Également, on va parler de l'étanchéité à la vapeur d'eau. Donc l'air à l'intérieur d'un bâtiment habité est toujours plus humide que l'air extérieur. Il est plus humide en termes de quantité de vapeur d'eau dissoute, parce que plus l'air est chaud, plus la quantité de vapeur d'eau peut atteindre des valeurs élevées, à tel point qu'on peut avoir des problèmes de condensation si on rencontre des parois froides, hein. Donc typiquement, voilà, où on imagine une salle de réunion, beaucoup de personnes. On dit toujours qu'en 24 heures, une personne relargue par sa respiration pas loin d'1 litre de vapeur d'eau. Donc, c'est quand même des quantités d'humidité énormes qui doivent être évacuées. Et donc, dans un bâtiment qui serait mal conçu, vous pourriez avoir cette vapeur d'eau qui va se condenser sur les parois froides et ça pourrait être, par exemple, un isolant mal posé qui va faire un point de rosée à l'intérieur de l'isolant et créer une détérioration de l'isolant assez rapide. Donc, le renouvellement d'air excessif, c'est une perte d'énergie, mais il faut renouveler l'air quand même pour éliminer cette vapeur d'eau. Alors, je vous l'ai dit, hein, s'il y a de l'humidité qui se met dans l'isolant, on a une perte des performances de l'isolation qui peuvent être très importantes, hein. En plus, ça peut abîmer. Donc, tout ce qui va être charpente, si vous avez de l'humidité qui reste dans une charpente pendant des années, ben, vous avez des possibilités d'avoir de la mérule, des attaques de votre charpente et donc des effondrements de toiture, des dégâts très importants qu'il faut absolument éviter. Donc, tout ce qui est toiture plate et inclinée, pour ne pas qu'elle se dégrade, il faut absolument avoir un traitement de la vapeur d'eau avec ce qu'on appelle un pare-vapeur ou un frein-vapeur, qui est une membrane qui doit couper le passage de la vapeur d'eau entre l'espace intérieur et l'espace qui contient l'isolant.
qui, lui, a un gradient de température et va finir par être relativement froid et donc faire une condensation et un point de rosée à l'intérieur du diamant. Donc, il faut vraiment avoir ce par vapeur. C'est maintenant des choses qui sont bien acquises par les entrepreneurs, mais qui longtemps ont été complètement ignorées. Donc, il y a peut-être des vieilles installations ou des gens qui ont isolé eux-mêmes, qui ont oublié cette partie-là. Il faut vraiment y faire très, très attention.